On n'a pas de meilleur outil pour le monitoring, le suivi pardon, de la rotation de la Terre que le VLBA. Et la rotation de la Terre, il faut la suivre comme on fait les réseaux sismiques. C'est un service du même type. Elle n'est pas prévisible, donc il faut la suivre pour savoir comment est orientée la Terre. Donc ici RF3, il se bat encore, mais ce groupe qui travaille, bien sûr, il y a une grosse coordination avec le groupe. Je suis chargé, moi, au sein du Gaïa, cette fois-ci, d'assurer ces relations avec les groupes radio. Ça. Donc, une nouvelle version donc, est en préparation, peut-être pour 2018. En général, ça coïncide avec les UAI. On sait que ce n'était pas en 2015. J'espère que le prochain UAI devrait y avoir. Avec une précision qui devrait être compétitive avec Gaïa, de 70 microns par seconde. Gaïa, pour les objets de magnitude 20, n'aura pas cette précision. On sera plutôt de l'ordre de 200 microns par seconde pour les objets de magnitude 20. Mais on a beaucoup d'objets. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore en radio. Avec une précision uniforme pour toutes les sources. Alors, l'idée qui est en place, c'est d'augmenter la fréquence d'observation. Plus on augmente la fréquence d'observation, plus les sources sont stables. Et ce n'est pas les mêmes techniques. Il faut mettre du hardware sur les antennes pour observer sur les bandes que j'ai marquées là, K et XK, avec des solutions en multi-longueur d'onde. Bon, tout ça c'est en route. Il y aura probablement un peu plus de sources, mais pas forcément beaucoup plus, puisque de toute façon ça nécessite du temps suivi. Donc l'essentiel des sources seront identiques, avec probablement un meilleur filtrage des sources instables. Donc voilà, une nouvelle calibration des fameuses 2000 sources du VLBA, dont la première version était de l'ordre de 1 à 10 masses. Voilà, en blanc, c'est la précision en déclinaison qui dépasse 1 milliard de secondes, en violet entre 500 et 1000 pour l'ancienne calibration. Et voilà la nouvelle calibration. Donc il n'y a pratiquement plus de blanc, mais on est tous passés dans le rouge et dans le vert. Donc il y a une amélioration assez considérable de ce gros morceau qui constitue les 2 tiers de l'ICRF2, qui en sont maintenant observés à plusieurs reprises des sessions de calibration. Donc ça va être l'essentiel de l'amélioration. Voilà pour cette deuxième partie. On peut aborder la partie Gaïa. Voilà, ça fait 1h14, ça vous va? Et comme tu veux, si on veut poser des questions, si voilà, il est exposé, ou on continue comme vous voulez. Ouais. Je pose la question sur gamma lointaine. J'ai du mal à entendre. On sait qu'il y a des sources gamma qui sont d'un redshift qui peut arriver jusqu'au 10 par exemple. Le redshift des sources gamma. Des gamma ray bursts. On sait qu'on peut observer leur galaxie haute. Avec ces techniques-là, les techniques-là, c'est des techniques astrométriques long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas on ne peut pas observer d'effets transitoires, rapides, des choses comme ça. Justement, la galaxie haute, c'est-à-dire une fois positionnée. On peut, c'est-à-dire dans la boîte d'erreur, identifier la galaxie haute. Si ça se fait, là c'est alors, la galaxie haute est une des questions, bien sûr, qui est étudiée, de savoir est-ce que le quasar est une galaxie compacte, réellement compacte, bien plus lumineuse, en radio ou en optique, que l'ensemble de la galaxie haute. En radio, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. En optique, la question se pose, de savoir. Alors, ça fait partie de la sélection. Je peux vous dire ce qu'on fait dans Gaïa, parce que c'est là où on va faire l'optique. Dans Gaïa, toutes les sources, tous les quasars vont être l'objet systématique d'une étude en imagerie. C'est-à-dire que Gaïa a cette possibilité d'extraire des petits carrés de 3 à 4 secondes d'arc autour des sources et de faire une étude d'imagerie. Donc ça ne se fait pas pour toutes les étoiles parce qu'on n'a pas le moyen de calcul, mais les quasars sont systématiquement étudiés en imagerie pour voir si on voit la galaxie haute. Et ça va servir à la qualification des sources. On ne peut pas voir de système transitoire, mais ça peut être une source. La deuxième chose qu'on va faire dans Gaïa, c'est qu'on a de la photométrie très précise. Et toute source qui aura une photométrie irrégulière sera ou disqualifiée, ou en tout cas n'appartiendra pas au système primaire. Ce qu'on peut faire à ce stade pour les galaxies hautes, mais c'est bien que les galaxies hautes, elles ont été vues par le HST, pratiquement. C'est pas facile à voir.
Et qu'est-ce qui gêne si le quasar est variable, enfin, sa position est fixe? Alors, on n'a pas, c'est une suspicion. Voilà. Donc, tu as raison, on ne sait pas si sa position est affectée. Ils ont dit, compte tenu des variabilités à très courte période des quasars, on dit qu'il y a probablement une corrélation entre l'instabilité photométrique et l'instabilité astrométrique. Mais idem, on va regarder dans Gaïa, on va mélanger les deux et on va regarder tous les résidus d'observation pour voir si cette conclusion est valable. Aujourd'hui, c'est une suspicion. Donc, on dit, si ce n'est pas stable photométriquement, ce qui est facile à voir, probablement qu'il y a une instabilité astrométrique qui est difficile à voir. De toute façon, on a beaucoup de sources dans Gaïa, donc il n'y a pas de problème pour créer un sous-ensemble beaucoup plus large que ça, de 20 000, 30 000 sources, qui seront des sources prouvées. Mais il n'y a pas de preuve, c'est la science là. J'espère qu'on va arriver à quelque chose. Bien, alors, on passe à Gaïa, à voir ce qu'il va faire dans ce cas. Alors, idem, tout le monde ne connaît pas Gaïa, donc j'ai une ou deux planches simplement pour dire ce que c'est. Donc Gaïa, c'est la mission d'astrométrie spatiale de l'Agence spatiale européenne. Elle s'appelle mission d'astrométrie, mais on fait de la photométrie et de la spectroscopie en même temps, dans la même mission, qui ambitionne d'établir une cartographie très complète de la Voie lactée, du contenu de la Voie lactée, jusqu'à une magnitude 20, de l'ordre d'1 milliard de sources, avec la technique principale étant la technique d'astrométrie, position des objets répétés au cours de la mission, avec une précision en fin de mission de l'ordre de 20 micro-arcs secondes à la magnitude 15, et des observations suffisamment bien distribuées dans le temps pour avoir en même temps les mouvements propres et la parallaxe de chacun de ces objets. De chacun. On peut avoir la parallaxe d'1 milliard d'étoiles. Elles ne sont pas toutes avec des distances. La précision relative va être bonne. Et que des objets où la parallaxe sera connue à mieux de 10%, il y en aura probablement 150 millions. C'est un nombre assez considérable. Donc, mission balayage régulier pour 5 ans dans la mission nominale, peut-être une extension. Elle a été lancée en décembre 2013 depuis Kourou. Et puis, aujourd'hui, on est en mode routine pour les observations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennui particulier. C'est une opération, une mission qui fonctionne et qui délivre tous les jours environ 50 millions d'observations, c'est-à-dire 50 millions d'objets qui sont passés devant les télescopes et pour lesquels les CCD ont fait des mesures. En pratique, 10 mesures sur les 50 millions, 500 millions de mesures par jour. Et ça fonctionne pour le moment tous les jours. Quand on me demande si ça s'arrêtait, ma réponse est de dire, pour le moment, moi, si ça va jusqu'au mois de juillet prochain, c'est-à-dire 2 ans d'observation, on est tranquille. C'est-à-dire 2 ans d'observation, on sait qu'on produira un catalogue avec les parallaxes et les mouvements. Puisqu'il faut accumuler. Les parallaxes, c'est 1 an, il faut bien se séparer le mouvement. Après, c'est de l'amélioration. Si ça s'arrêtait qu'au mois de juillet, le catalogue, il n'y en a rien. Gaïa aurait accompli une bonne partie de sa mission. Si ça s'arrêtait demain, un petit peu juste. Mais il n'y a pas de raison. Aucune indication aujourd'hui que l'instrument présente des défauts, des défauts majeurs. Sur les non-conformalités, il y en a, mais des défauts majeurs. Bien, la petite carte à droite, c'est juste une petite carte qui montre les densités de balayage. Ce n'est pas complètement uniforme sur le ciel, c'est pas gradué, mais en gros, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 80 observations. Dans l'écliptique, et dans le plan galactique, celui-là, dans l'écliptique, c'est moins de 80, c'est 60. Et puis il y a des zones ici, à 45 degrés du plan de l'écliptique, en raison du système de balayage, c'est jaune, où il peut y avoir 150 observations sur les 50. Donc il y a un facteur 2 de densité d'observation sur le ciel, qui est dû simplement à la géométrie du balayage et aux contraintes. Tout ça est connu, c'est des contraintes qu'il a fallu accepter. Le balayage, il est fait pour qu'on revoie les objets régulièrement. Il n'est pas question d'avoir une région du ciel au début puis l'avoir après, parce que vous n'avez ni le mouvement propre ni les parallaxes. On ne peut pas grouper tout au début ou à la fin. Pour les mouvements propres, ça serait parfait, mais pas pour les parallaxes. La géométrie, comme Gaïa est une mission à balayage à une dimension, pour avoir à tout instant un signal qui concerne alpha, delta et la parallaxe, il faut avoir des angles de balayage différents. Il y a des moments où on a du signal, des moments où on n'en a pas. Donc tout ça, ça conduit à une optimisation de la voie de balayage qui se fait avec ce facteur 2 dans les régions surobservées et les régions sous-observées. Alors, les quasars dans Gaïa, donc j'ai dit que c'était la Voie lactée, mais Gaïa observe
tout ce qui bouge pas. Du moment que ça soit assez ponctuel, et jusqu'à magnitude 20. Le assez ponctuel, il est généreux, hein, c'est jusqu'à une seconde d'arc. C'est-à-dire que les petites planètes, Cérès est observé. Hein, on pensait que c'est curieux parce que l'industriel a dit non, ça va s'arrêter en gros à 200 milliards de secondes. Cérès est parfaitement détecté à bord, régulièrement on le voit. Les satellites guéliens ne sont pas observés. Une seconde, 2 ou 3 secondes d'arc, ça ne va pas. Mais si, on les dit, bon, on a cette guélière. Si, vous avez cette guélière. C'est la brillance là, qui est plus un problème. Bon, donc une seconde d'arc, c'est à peu près la limite de ce qu'on appelle un objet ponctuel pour Gaïa. Donc toutes les étoiles, les quasars sont dedans, et beaucoup de galaxies ont un noyau suffisamment brillant pour être vu par Gaïa, même si la galaxie est à côté étendu, du moment que la concentration de lumière soit sur une zone d'une seconde d'arc et pas sur 5 secondes d'arc, alors ça va être détecté comme un objet et mesuré comme un objet. Donc de ce point de vue-là, les quasars, qui sont bien sûr extérieurs à la galaxie, mais qui se présentent comme des points sur le ciel, sont détectés comme les étoiles. Donc les quasars sont observés comme des étoiles et passent dans le traitement sans avantage, sans défaut. Alors ils sont en moyenne plus faibles que les étoiles, mais pas tellement, puisque les étoiles à magnitude 20, ça veut dire qu'il y en a quasiment 50% qui sont entre 19 et 20. Sur le 1 milliard d'étoiles, il y en a grossièrement 500 millions qui sont entre 19 et 20, et 250 millions qui sont entre 18 et 19. Donc les quasars sont distribués par là, et la variation de densité par la magnitude est plus forte. Gagner une magnitude, on multiplie plus que par 2 le nombre de quasars. Donc on les voit jusqu'à magnitude 20.7, qui va être, c'est pas tout à fait officiel, mais on pense qu'on va y arriver. La magnitude limite de Gaïa a été reportée de 20, telle qu'elle a été définie, 20.3 dans les faits. Il était réglé sur 20.3 pour être sûr d'avoir tous les 20. Et là, depuis le début, il est réglé sur 20.7. Hein, mais c'est savoir si on allait revenir à 20.3 est en discussion. Très probablement, ça va rester à 20.7. Et moi, je regarde beaucoup les quasars, les objets du système solaire. On a régulièrement des petites planètes à la magnitude 20.6. Très régulièrement. Bon, pas de problème particulier avec les quasars qui viennent de leur nature. Hein, ils ne sont pas exceptionnels. Donc on aura 80 observations avec des fluctuations suivant la position, et on aura une solution astrométrique et photométrique avec les bandes dans le bleu, dans le rouge étalées, donc beaucoup d'informations photométriques et spectrophotométriques sur les quasars. En particulier, il y aura une détermination des redshifts photométriques systématiques pour tous les quasars, hein, pour tous les quasars qu'on va trouver. Alors, pour le moment, je peux parler surtout de l'ICRF. Après, on va parler des quasars, les non-ICRF, les nouveaux, ceux qui vont rentrer dans le système avec Gaïa. Donc, regardons déjà où on en est de l'ICRF. Jusqu'ici, on n'a pratiquement pas d'informations, on en a un peu, mais pas beaucoup, sur l'ICRF dans l'optique. C'est-à-dire que ce que je vous présente là, ce résultat qu'on commence à obtenir à partir des détecteurs, il y a 6 mois, on ne savait rien. On ne savait pas combien de ces sources allaient être visibles par Gaïa. Parce qu'il y a une trop grande incertitude. Il y en a un grand nombre pour lesquels il n'y avait pas de photométrie optique. Et dans toutes les autres, il y avait une grosse incertitude, en particulier pour l'incapacité de le calculer dans la bande G, parce qu'on n'avait pas assez d'informations synthétiques pour créer une magnitude G. Donc voilà ce qu'on voit. Donc il y a 3414 sources de l'ICRF, ICRF 2. C'est ces sources que j'ai montrées tout à l'heure, avec les 2000 venant du VLBA. Si on calcule à l'avance, parmi ces sources, compte tenu de leur position géométrique, combien on aurait dû avoir d'observations? Alors j'ai fait ce travail jusqu'au mois de juin, donc le 3 juin 2015, donc à peu près 8 mois d'observations scientifiques de Gaïa. Normalement, on est passé devant les 3414 sources. C'est-à-dire que si les sources sont détectables, on devrait en voir 3414. Il n'y en a aucune qui n'a pas été balayée de par sa position. Hein? On a détecté 2705 sources. C'est-à-dire que le détecteur, hein, ce dont je parle ici, c'est le chercheur de Gaïa. C'est uniquement la détection. Donc les données sont venues au sol. Elles n'ont pas encore été traitées, elles le sont maintenant, mais on sait qu'elles sont venues au sol, que Gaïa a dit voilà, là il y a un objet, je me prépare à observer. Et hop, ça a été observé. Et ici, je n'ai que des données du détecteur. Donc il y en a 709 sur les 3414 qui n'ont jamais été détectés. Ça veut dire essentiellement que la contrepartie optique est trop faible. Il n'y a pas d'autres raisons valables.
qui fait que Gaïa, bon, ça pourrait tomber dans un temps mort, mais comme on repasse plusieurs fois sur le même objet, c'est improbable, et je confirme, parce que maintenant je l'ai fait sur une durée plus longue, je n'ai pas trouvé une nouvelle source qui aurait échappé. Alors, il y a le cas limite, c'est les objets dont la magnitude est 20.5. La probabilité de détection n'est pas 1. Hein, elle est 1 à 20, elle est 1 à 19, 1 à 20, 0,95 à 20.1, 0,97, et donc près de la limite, un jour on voit, un jour on ne voit pas. Donc il y a des cas limites, on va les voir un peu, pas beaucoup, donc on n'aura pas beaucoup d'observations, mais c'est un domaine très étroit autour de la magnitude limite, et puis celles qui sont à 21, on ne les verra jamais. Donc les 700, là, on ne les aura pas dans Gaïa. Donc sur les 2700 sources, 2700 ont été observées, et au moins une fois, toutes celles pour lesquelles on n'a pas de problème, c'est-à-dire que l'observation répétée donne en gros toujours la même place, avec la qualité astrométrique du détecteur, qui est 70 milliards de secondes. Déjà remarquable, hein. C'est un chercheur, et on prend que l'attitude de bord pour savoir où on est. Et on a au sol 70 milliards de secondes. Extraordinaire. Mieux pratiquement ce qu'on fait au sol de l'astrométrie. Il y a 2625 sources qui sont sans problème, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin, on va obtenir une position astrométrique absolument parfaite. Il y a 30 sources qui sont multi-images, donc probablement des lentilles gravitationnelles, je vais en montrer une ou deux, mais ça peut être une étoile qui est voisine. Ça peut être une galaxie un peu ponctuelle dans laquelle se trouve la source. À mon sens, dans les 30, il y en a peut-être 10 qui sont des lentilles, hein, comme ça, hein, d'après ce que j'ai fait après, et 20 qui sont une étoile parasite qui n'est pas loin, une étoile optique de la galaxie. Et puis il y en a une cinquantaine sur les 2000, c'est pas beaucoup, pour lequel j'ai dit que la dispersion des mesures individuelles plus grande que 300 milliards de secondes, c'est une anomalie. Donc je ne vais pas le détailler ici parce que c'est pas. Mais quand on cherche après sur le ciel, dans tous les cas que j'ai regardés, il y a une galaxie dans le coin, c'est-à-dire que le quasar est dans la galaxie. Et donc il y a la galaxie haute ou une autre galaxie qui est devant, qui perturbe, brillante et étendue, qui fait que Gaïa a été perdue. Donc là on n'aura pas de solution, puisque l'objet est noyé dans une distribution de lumière qui n'est pas ponctuelle. C'est pas beaucoup. C'était une très bonne surprise. L'étalement des sources sont étendues. L'étalement. Oui. Non, les sources en moment ne sont pas étendues. Voilà. Non, les sources sont très ponctuelles. À la résolution de Gaïa. Hein. C'est un miroir d'Arès-40. Ça prend combien de pixels sur le Elles peuvent être étendues si on la regarde avec un système à haute résolution. C'est vraiment résolution spatiale. Les cartes VLA montrent que ce n'est pas des sources ponctuelles. C'est une structure. Mais cette structure, elle est au niveau de la milliard de secondes. Elle n'est pas au niveau de 100 milliards de secondes. Non, mais au niveau de l'image, c'est-à-dire que non, on ne la voit pas. Si la source est une extension réelle de 1 ou 2 milliards de secondes, un miroir de 1,40 m monolithique ne donne pas une image étendue. Il donne une figure de diffraction qui fait 60 milliards de secondes. Donc on n'a aucune résolution sur la source. Sauf quand il y a une galaxie brillante qui l'héberge. Il y en a une cinquantaine. Je n'ai pas mis les images là, mais si on veut voir après, j'en ai. On voit sur Aladdin. On comprend que Gaïa soit perdue. Bien, donc ça c'est nouveau. On sait pour la première fois qu'on aura à la fin, 2500, 2400 sources, parce qu'il y en a qui vont être à la limite, moins observées, 2400 sources de l'ICRF qui seront dans la boîte, dans lesquelles on aura une position optique au niveau de la précision pour des sources de magnitude 18, 19. La distribution de magnitude, la voilà. Les magnitudes Gaïa, cette fois-ci, c'est une première. Voilà, un résultat obtenu du détecteur. Un peu de bavure, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, mais vous voyez quand même. Je pense 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 21. Donc là, on voit la baisse de la probabilité de détection avec Gaïa qui coupe. Ce n'est pas physique, sûrement pas. Mais il y a des sources de magnitude 17, 18, 19. Elles ne sont pas toutes à la magnitude 20. Donc la précision astrométrique de ces sources-là va être très très bonne. On a peut-être 200, 250 micro-arcs secondes à la magnitude 20, mais à la magnitude 17, 18, on est à 70, 80, 100 micro-arcs secondes. Très très bon pour ces sources. Le truc du bas, c'est pas très grave. Quelques juste idem pour illustrer. Rien de nouveau qu'avec le détecteur. Une astrométrie rapide, on prend les différents points, on fait une médiane, on élimine les outliers, et voilà ce qu'on obtient pour delta alpha.
et delta delta avec le chercheur de Gaïa. Ce n'est pas de l'astrométrie, c'est de l'astrométrie de grand-papa. Ce n'est pas l'objet, mais c'est meilleur que ce qu'on peut faire au sol. Et ce n'est pas une solution astrométrique, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de recherche d'altitude. C'est juste ce que ça. Et c'est déjà remarquable de voir ça, c'est extrêmement symétrique. Il n'y a pas de biais. Les gens qui font cette solution initiale de Gaïa, qui s'appelle l'IDT, Initial Data Treatment, ont été absolument stupéfaits, parce que c'est grâce à eux, de voir que la solution sortait avec une stabilité dans le temps. C'était pas fait pour ça, c'est pas fait pour faire l'astronomie. On pensait que l'altitude allait quelquefois être 50 milliards de secondes au-dessus, 50 millions de secondes au-dessus, avec des fréquences, des périodes assez courtes. En fait, c'est très stable dans le temps. D'ailleurs, il tourne comme une horloge et l'attitude de bord, donc une espèce de chercheur stellaire avec un petit lissage au sol, c'est tout ce qu'il y a. Et on a ça. Même quand le satellite est percuté par les météorites, comme il a montré là. Oh, c'est très court ça. Ça dure pas longtemps. Oui, mais c'est correct. Oui, mais alors, attends, les clanks, ça et les météorites, ça va venir dans l'altitude et surtout la vitesse, mais c'est tout petit déplacement. C'est important pour la solution astrométrique parce qu'on cherche 100 fois en dessous ça, mais au niveau de 10 milliards de secondes, il n'y a pas d'ennui. Diagramme d'altitude, je l'ai, on regardera tout à l'heure si tu veux. L'écart de latitude à latitude lissée, c'est incroyable. Bien, il y a encore un autre diagramme, cette fois-ci qui est en delta, alpha, delta, delta, peut-être plus adapté pour voir les éventuels biais. Donc là, c'est les étoiles, les jaunes et rouges, jusqu'à magnitude 17, les sources ICRF, jusqu'à magnitude 17. Donc l'échelle, c'est plus ou moins 150 milliards de secondes. Voilà, quand on commence à peupler à magnitude 17, magnitude 18, il y a un petit effet de magnitude, il est mineur, parce que ce n'est pas du bruit de photons, c'est des erreurs systématiques d'attitude, donc c'est relativement peu affecté par la magnitude, ça l'est un petit peu, mais pas beaucoup. Et magnitude 20, il y a 96% dans un cercle de 100 milliards. Tout à fait remarquable. Bon, c'est pas encore des résultats scientifiques en tant que tels, puisque c'est de l'astrométrie à son masse, on n'est pas dans les objectifs Gaïa, mais c'est des résultats qui prouvent que le système fonctionne, que l'instrument fonctionne parfaitement, et que même ça c'est intéressant. On est présenté sur le tas au groupe de travail, les gens étaient déjà... Ça indique qu'on va faire des belles choses. Les alpha-delta sont mesurés par rapport à quoi? Pardon? Les alpha-delta. C'est alpha-delta. Sont mesurés par rapport à quoi? C'est-à-dire, par rapport à quoi ça? Par rapport au catalogue d'attitude qui est chargé à bord, qui est censé être dans les CRF. C'est-à-dire, le alpha-delta de Gaïa, c'est celui-là. Et le delta, c'est Gaïa moins les valeurs de l'ICRF, donc les valeurs radio. Voilà, excusez-moi, il y a deux choses à dire. Delta alpha, c'est alpha Gaïa, mais qui lui est un système qui est censé être l'ICRF, mais qui est en fait matérialisé par les étoiles qui servent à faire l'altitude. C'est une étoile de l'ICAC, du catalogue l'ICAC, parce qu'il faut aller assez faible. C'est pas l'étoile magnitude 8, 10, c'est 15, 16, donc c'est l'astrométrie 15, 16. Et l'autre partie, c'est donc la valeur du catalogue ICRF. Donc ça veut dire que c'est du radio. C'est pas forcément la même direction que la direction optique. On espère que ça va pas la même, on ne sait pas. On va y venir. Donc là, ce qu'on a fait, c'est pas le Gaïa Reference Frame, c'est l'ICRF observé par Gaïa. Ça va être une petite composante, mais c'est juste ça, montrant qu'on voit des sources radio et on les mesure tout à fait normalement. Donc, le Gaïa Frame maintenant, donc on reprend